Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'environnement au Canada, un podcast sur l'environnement au Canada réalisé par Sierra Club Canada. Je suis Diamond Yaw, votre animatrice de podcast francophone à Sierra Club Canada. Aujourd'hui, je discute avec Clélia Sèvres, la directrice générale du regroupement des écoquartiers. Les écoquartiers célèbrent leurs 30 ans cette année. En soutenant des initiatives citoyennes, proposant des projets novateurs par et pour les communautés, les écoquartiers innovent et façonnent les milieux de vie des Montréalais et Montréalaises depuis 3 décennies. Nous discuterons des réalisations du programme au fil des années, de ses diverses initiatives et de comment les citoyens montréalais et citoyennes montréalaises peuvent agir pour l'environnement. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez agir en faveur de l'environnement sur notre site web sierraclub.ca. Nous avons beaucoup de pétitions, d'autres actions, d'événements et des mises à jour régulières auxquelles vous pouvez vous inscrire sur la page d'accueil. Vous pouvez également trouver Sierra Club Canada sur les réseaux sociaux et vous pouvez écouter l'environnement au Canada sur Harbinger Media Network, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio et YouTube et partout où vous pouvez trouver vos podcasts habituellement. Ce podcast est également diffusé sur CKUT Broadcast Radio à Montréal au 90.3 FM toutes les 2 semaines. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner pour recevoir le dernier épisode. Bonjour Clélia, bienvenue au podcast L'environnement au Canada. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu? Oui, bonjour Diamond, c'est Clélia Sèvres, je suis directrice générale du regroupement des écoquartiers. Et quelles sont les responsabilités que vous avez pour votre rôle? Le regroupement des écoquartiers, c'est un organisme qui a été créé en 1999 par les écoquartiers. Dans le fond, en 98, il y avait 51 programmes écoquartiers à l'échelle de la ville de Montréal. Donc, ils ont décidé de mettre leur énergie en commun, de s'aider, se concerter. Et c'est pour ça qu'est né le regroupement des écoquartiers en 1999. Donc, notre rôle, c'est vraiment de faire de la concertation, de fédérer tous les programmes écoquartiers et ruelles vertes de la ville de Montréal et de représenter ces organismes. On développe, on fait rayonner aussi des projets pour ces programmes. Et on a vraiment une échelle montréalaise, alors que les programmes écoquartiers, eux, sont à une échelle d'arrondissement. Puis, on a des projets en communication, par exemple, en lien avec les écoquartiers. Donc, est-ce que tu pourrais me parler un peu de comment est-ce que le programme Écoquartier a débuté et c'était pourquoi il y avait un besoin pour ce genre de programme-là? Oui, on remonte en 1992. La ville de Montréal lance un plan directeur sur la gestion des déchets. Donc, à l'époque, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on avait besoin d'implanter le recyclage. Un des moyens les plus faciles de le faire, c'était de le faire en porte-à-porte via des organismes communautaires déjà ancrés dans les communautés auprès des populations pour faire de la sensibilisation, éducation relative à l'environnement dans les quartiers. Donc, en 1995, le maire Pierre Bourque, qui crée le programme Écoquartier, puis il y a vraiment une idée de l'ancrer dans les milieux de vie via les organismes communautaires. Donc, c'est une alliance entre la ville de Montréal et des organismes communautaires qui sont proches des gens, qui sont plus facilement accessibles que la ville de Montréal pour pouvoir informer, sensibiliser, mobiliser la population sur des enjeux environnementaux. Puis à l'époque, là, je cite, mais l'objectif, c'est vraiment promouvoir l'écocivisme dans les habitudes de vie des Montréalais et Montréalaises en vue d'améliorer leur milieu de vie par des actions environnementales ciblées. Aujourd'hui, ça n'a pas tant changé. On a des objectifs similaires. On sensibilise, on informe, on éduque, on mobilise. On veut vraiment que les Montréalais et Montréalaises prennent part à l'action environnementale dans leur quartier, donc qui mettent la main à la pâte, qui transforment leur milieu de vie, qui s'approprient leur milieu de vie en vue d'avoir des environnements sains et viables pour les communautés. Donc, comment est-ce que le programme a évolué au fil du temps? Initialement, on avait 4 volets d'intervention pour le programme Écoquartier. Donc, des actions en gestion des matières résiduelles. Je l'ai dit, on faisait concrètement du porte-à-porte, information sur le tri des matières pour la collecte sélective au début. Là, dernièrement, on a fait l'implantation beaucoup pour la collecte des résidus alimentaires. Donc, dans les 9 logements et plus et 8 logements et moins pour les petites habitations. Puis, on a des actions, donc toujours en gestion des matières résiduelles. C'est très, très actuel. Là. À chaque année, à Montréal, on a vraiment besoin d'améliorer la qualité de tri, mais aussi diminuer les quantités générées. C'est qu'on fait des activités aussi en consommation responsable, gestion des matières résiduelles. On a par exemple des ateliers de réparation,
toutes sortes d'activités avec les populations pour essayer d'améliorer la gestion des matières résiduelles. Historiquement, on a toujours fait de la propreté, donc on fait du prêt de matériel pour que les gens organisent eux-mêmes des corvées de propreté dans les quartiers, mais on organise aussi des grosses corvées de propreté. Donc, on s'assure de ramasser parce que vous savez, la fonte des neiges à Montréal, ça laisse toujours des dégâts. Donc, c'est une façon simple de faire des gestes environnementaux importants et de connaître ses voisins. Fait qu'on fait toujours ce genre d'action. Et puis, avant, on avait embellissement qu'on fait moins. Donc, ça a vraiment évolué avec des mandats un petit peu différents, toujours très transversaux, mais l'embellissement, à une certaine époque, on faisait beaucoup de murales, on nettoyait des graffitis, il y avait la propreté canine aussi. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait peut-être moins, même si on peut en faire certains écoquartiers encore. Mais on a surtout développé le volet nature en ville. Donc, on fait des plantations, arbres, arbustes, distribution de végétaux, des activités pour la protection de la biodiversité. On a souvent des bibliothèques de semences dans les bibliothèques ou dans les points de service des écoquartiers. On a vraiment beaucoup de choses. Les objectifs n'ont pas beaucoup changé, dans le sens où on parle moins d'écocivisme maintenant, mais on a 3 gros objectifs du programme qui sont adapter le territoire à la crise climatique. Ça, c'est quelque chose qu'on fait concrètement. On plante des arbres, on déminéralise, on accompagne les gens à s'approprier leur espace de vie. On développe des communautés résilientes. Les ruelles vertes, c'est un bon exemple de ce que font les écoquartiers. On va mobiliser les communautés pour vraiment prendre part au changement. Des fois, on va complètement transformer le milieu de vie. Parfois, on va adapter en fonction du milieu. Donc, dans tous les cas, on tisse des liens entre les gens dans les quartiers. Et puis, on renforce la justice sociale. C'est un volet aussi important de nos actions. C'est qu'on veut les populations les plus vulnérables sont aussi les plus touchées par les changements climatiques. Donc, c'est elles pour lesquelles on doit travailler plus fort, mettons. Et c'est bien parce qu'on le fait avec les gens qui ont plus de temps, donc peut-être plus d'argent. Donc, l'idée, c'est vraiment de mobiliser. Puis, je trouve les ruelles vertes, ça dit bien ce qu'on fait parce que quelqu'un qui habite dans un 3,5 au 5e étage, il peut profiter de sa ruelle verte. Comme quelqu'un qui a un jardin puis un espace plus grand avec une maison unifamiliale. Donc, c'est aussi tisser des liens entre les gens, peu importe leur niveau social. On amène la nature en ville. Donc, ça vient renforcer de la justice sociale. C'est pas tous les Montréalaises qui peuvent se permettre d'aller à l'extérieur pour avoir un peu de fraîcheur ou pour connaître la biodiversité, voir les plantes. Donc, on fait des activités beaucoup avec les organismes communautaires, avec les gens dans les quartiers pour favoriser la justice sociale. D'un point de vue de l'évolution, c'est ça. Donc, en 1998, on avait 51 programmes écoquartiers. Mais à l'époque, on a une ville de Montréal qui est très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Puis, quand est venue en 2001 l'initiative Une île, une ville, la ville de Montréal a été divisée en 27 arrondissements. Puis, il y a eu des fusions, des diffusions. Et en 2006, on compte Montréal comme on la connaît aujourd'hui, 19 arrondissements. Donc, à partir de là, nous, pour le programme écoquartier, ça a eu quand même un impact parce que doucement, à partir de 2010, il y a une nouvelle tendance qui s'installe, c'est que on utilise juste un organisme communautaire pour un programme écoquartier. Donc, on passe de 51 programmes écoquartiers en 2025. On a 17 programmes écoquartiers dans 16 arrondissements. Donc, on est présent presque partout. Il y en avait un avant au plateau. L'organisme a fait faillite, donc il n'y en a plus. L'arrondissement a décidé de l'intégrer. Mais ce serait peut-être bon de refaire un lien avec le communautaire pour s'assurer de toucher plus facilement les gens et d'en repartir un. Donc, c'est sûr que nous, on a l'ambition d'avoir un programme écoquartier sur toute l'île de Montréal, donc dans les 19 arrondissements et aussi dans les piliers, éventuellement. Donc, au final, dans peut-être 35 territoires, ce serait super. Mais pour le moment, 2025, on a 17 programmes écoquartiers, 4 programmes de ruelles vertes. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi l'impact que les différents programmes écoquartiers ont eu sur les Montréalais et Montréalaises? C'est sûr qu'on transforme les milieux de vie en 30 ans. Là, on fête nos 30 ans cette année. Donc, en 30 ans, on a vraiment considérablement modifié les milieux de vie, en fait, avec et pour les gens. C'est vraiment le cœur du programme, de faire du changement dans les quartiers, avec les gens. En termes d'impact, je l'ai dit, mais on adapte vraiment le territoire. Donc, on transforme le territoire avec la population. On fait des ruelles vertes, des adoptions de carrés d'arbres, des bordures de trottoirs, des espaces publics, des aménagements dans les espaces publics en général. On tisse des liens dans les quartiers, on forme des communautés résilientes, mais on a une estimation par rapport aux chiffres qu'on fait chaque année. Et ce qui est intéressant, c'est que on sait qu'on répond à 1/3 du plan climat de la ville de Montréal. Donc, c'est vraiment beaucoup d'actions auxquelles on répond. On fait concrètement
On met en place le PDGMR, le plan pour la gestion des matières résiduelles de la ville de Montréal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant aussi de voir que c'est un programme montréalais puis qu'on arrive à faire autant en fait avec peu d'organismes. Finalement, on a 11 organismes différents. Depuis 30 ans, on a créé plusieurs centaines de ruelles vertes. En fait, on en dénombre environ 700. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'une ruelle a déjà été verte qu'elle l'est encore. Donc, il y aurait vraiment un gros travail de défrichage à faire qu'on veut faire d'ailleurs cette année. On va faire un appel à la population pour nous aider à mettre à jour les données. Ce serait vraiment aidant. Mais plus d'une centaine de ruelles vertes, de jardins collectifs, d'espaces publics verdis. On a organisé plus de milliers de corvées de propreté et d'ateliers environnementaux. Donc, sur différents sujets, en gestion des matières résiduelles, protection de la biodiversité, consommation responsable, des distributions de millions de bacs pour la collecte sélective. On en donne à la population tout le temps, en fait, dans presque tous les points de service des écoquartiers. Puis on dessert aujourd'hui près de 1,5 million de personnes, donc à peu près 90% de la population montréalaise, parce qu'on est partout, en fait, sur le territoire montréalais, à part dans 3 arrondissements qui sont peu denses, à part le plateau Mont-Royal. Donc c'est quelque chose qui a vraiment un fort impact. Puis, à titre informatif, en 2025, on a plus de 32 300 personnes qui ont été sensibilisées à la gestion des matières résiduelles, plus de 439 corvées qui ont été organisées et soutenues, plus de 150 projets de verdissement et plus de 393 comités ou projets citoyens ont été soutenus. Donc ça, c'est juste pour 2024. Excusez-moi, j'ai dit 2025, mais 2024. C'est que c'est quand même, on peut voir à l'échelle d'une année tout l'impact qu'on peut avoir avec ce programme et ces actions environnementales dans les quartiers. Est-ce que vous pouvez parler un peu des réactions des citoyens et citoyennes de vos activités de sensibilisation? Est-ce que les gens sont habituellement ouverts ou il y en a que ça prend plus d'efforts pour les convaincre? Il y a de tout, j'ai envie de dire, mais souvent, ça va dépendre comment on approche les gens. Mettons, si t'es une activité dans un parc, ça va être super facile d'approche. On va vraiment faire du changement de comportement, faire de l'adhésion. Quand on fait du porte-à-porte, c'est parfois plus difficile parce que on arrive dans un milieu de vie, on vient déranger la personne, puis on a un message à faire passer quand des fois quelqu'un veut juste nous fermer la porte au nez. Mais on ressent vraiment, là, la patrouille verte est sur le terrain actuellement, puis on ressent vraiment une ouverture et une écoute de la part de la population. Là, les gens en général sont réceptifs. On a quand même des stratégies d'intervention là depuis 30 ans qu'on existe. On va quand même développer une expertise en mobilisation, en sensibilisation, puis en abordant les gens de façon positive, en proposant des solutions. On a quand même une belle réceptivité, mais des fois il y a toujours des personnes réticentes qui veulent juste pas parler parce que c'est pas le bon moment, ou bien juste parler quand on vient parler par exemple de gestion de matières résiduelles. Là, les poubelles, c'est quelque chose de très, très intime et très sensible. C'est fou les réactions qu'on peut avoir. Donc, des fois, les gens veulent juste fermer la porte puis rien entendre parce qu'ils veulent rien savoir du compost. Mais nous, on demande vraiment à ce que tout le monde participe au bien-être collectif. Là, c'est quelque chose d'important. Mine de rien, la gestion de matières résiduelles, ça contribue à 10% des gaz à effet de serre. Donc, si on vient facilement accompagner la population pour faire du changement de comportement, puis enlever ce 10%-là, ce serait vraiment super. Et est-ce que vous avez remarqué que l'ouverture des gens à vos initiatives, ça s'est amélioré depuis le début du programme Écoquartier? La réceptivité, je pense, a à peu près toujours été la même. Là. La population québécoise, de façon générale, est quand même assez consciente des enjeux climatiques. À Montréal, les gens sont quand même conscients. Je dirais ce qui a changé, qui est plus difficile pour les organismes communautaires, en fait, en ce moment, c'est sûr qu'il y a la précarité financière qui fait en sorte que c'est difficile de faire autant d'actions, de répondre et soutenir les projets citoyens comme on voudrait le faire. Ça, c'est un enjeu. Un autre enjeu, c'est peut-être que les gens ont moins de temps. On voit souvent les personnes qui participent aux organismes communautaires, qui sont vraiment impliquées, c'était des personnes défavorisées qui avaient des droits revendiqués. En fait, les bénévoles, c'est souvent des personnes favorisées aussi. Mais dans le communautaire, on peut avoir les deux. Mais on voit de moins en moins de bénévoles. Donc ça, c'est un enjeu, je pense. Les gens participent moins. On est dans un monde où beaucoup de gens travaillent, on a moins de temps, peut-être moins d'énergie à mettre après. Mais c'est pas un enjeu, on a quand même de la participation, mais susciter l'adhésion, la participation aux activités, je pense que c'est un enjeu de tout le monde communautaire. Là, c'est pas toujours évident d'avoir des bénévoles. Et dans vos 30 années d'existence, c'est quoi les plus belles réalisations du programme Écoquartier?
Le programme de Ruelle Verte, je pense que c'est vraiment le projet phare du programme Écoquartier parce que c'est le projet où on voit le plus le travail qu'on fait. On fait de la mobilisation citoyenne, de l'éducation relative à l'environnement. On transforme les territoires, donc vraiment on vient planter, sensibiliser. On peut faire des activités en biodiversité pour sensibiliser la population à ces enjeux, mais on peut aussi faire des corvées de propreté. On les nettoie, ces ruelles, à chaque année. C'est qu'on en profite pour faire la sensibilisation à la gestion des matières résiduelles. Puis, surtout, on rassemble le monde. Puis ça, c'est quelque chose qui est très, très important. On tisse des liens dans les communautés avec les gens. On a d'autres beaux programmes. C'est sûr, comme je vous disais, on a plusieurs organismes, donc je peux pas tout citer, tout ce qu'ils font, mais par exemple, il y a l'Outillotech de Ville-en-Vert, qui est un programme écoquartier pour Villeray-Saint-Michel Parc Extension. C'est une bibliothèque de prêt d'outils. Plutôt qu'acheter chacun son outil, on va le partager. On a le défi fleuri, par exemple, à la Chine et dans le sud-ouest du Gramme, qui est aussi un beau projet où là, on donne gratuitement non seulement de l'information, mais aussi des semences pour amener les gens à planter espèces indigènes pour les pollinisateurs. Les prêts de vaisselle réutilisables aussi, qui fonctionnent très bien, qu'on a avec la SEM dans Ville-Marie. Bye Bye Béton aussi, qui a été fait avec l'Écopac, l'écoquartier de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, où là, on vient déminéraliser avec les gens. On a Réduit Récup, qui est un programme qui a été créé en dehors du programme Écoquartier, mais grâce à l'effet levier du programme Écoquartier, parce que c'est ça qui est intéressant aussi avec ce programme-là, c'est que on a un programme environnemental qui va répondre à des besoins de la population, puis ça nous permet d'avoir une base qui nous permet d'aller chercher du financement. Donc, Revue Récup, c'est solliciter l'écoquartier de Peter McGill qui l'a mis sur place. Puis là, ils vont récupérer des meubles pour les redistribuer après, puis ça se fait en vélo. On a aussi Culture solidaire, qui est aussi un projet d'un écoquartier en effet levier, qui a été fait par Ville-en-Vert encore, où là, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir de l'alimentation pour les personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire. Donc, c'est des très beaux projets. On a de l'agriculture urbaine, beaucoup. On en a beaucoup, je pourrais parler longtemps, on a vraiment beaucoup de beaux projets. Mais je pense qu'il y en a au moins un ou deux que tout le monde connaît facilement. Au moins les Ruelles Vertes, là, qui est comme le projet phare du programme. Et j'aimerais revenir à une chose que vous avez dit plus tôt sur le fait qu'il y a aussi un volet justice sociale au programme Écoquartier. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu des injustices environnementales que le programme Écoquartier a essayé de régler? Mais ça, c'est intéressant parce que c'est sûr que nous, comme organisme communautaire, on favorise toujours les personnes vulnérables. On sait que les personnes les plus défavorisées sont aussi les plus en proie au changement climatique. Là, souvent, c'est des milieux, par exemple, très asphaltés, très peu de verdissement. Mais on fait face aussi à un défi. C'est quand on va voir les personnes pour proposer des projets pour améliorer leur milieu de vie. Par exemple, on va désasphalter ensemble, on va verdir, on va planter des arbres. Il y a de la réticence parce qu'ils ont peur de ce qu'on appelle l'éco-gentrification. Donc là, on verdit, on embellit, ça embourgeoisise, donc ça fait quitter leur logement. Ça, c'est un gros problème, on trouve ça difficile. Mais on le vit quand même de moins en moins, là. Mais c'est difficile de se faire refuser un projet parce qu'on a peur que le milieu de vie soit amélioré. C'est ça qu'on veut, nous. On veut améliorer les milieux de vie. On veut l'équité sociale, donc c'est quelque chose d'important pour nous. Puis il faut travailler avec les gens pour qu'on verdisse assez Montréal partout, pour que tout le monde puisse rester chez soi. On souhaite un meilleur quartier plus vert et résilient pour tout le monde. Donc ça, c'est intéressant comme phénomène, en fait, de se faire repousser parce qu'on a peur d'être évincé, parce que ça devient beau chez nous, finalement. Est-ce que vous croyez pas que ça a comme un lien avec la crise du logement et le fait qu'il y a des problèmes de logement à Montréal? Ça a toujours existé. On a toujours eu des réticences à cause de l'éco-gentrification. Donc, je dirais pas que c'est un phénomène qui est accentué depuis la crise du logement à Montréal, mais c'est sûr que ça doit pas aider. Hein. Et est-ce que vous avez des mesures en place pour essayer d'éviter l'éco-gentrification pour justement que les gens puissent rester chez eux et elles? On n'a pas de pouvoir là-dessus. On n'a pas de pouvoir, malheureusement. Là, c'est vraiment au niveau du gouvernement du Québec. Même la ville de Montréal a peu de pouvoir là-dessus, donc c'est pas des entrées sur lesquelles on peut lutter. La seule chose qu'on peut faire avec la ville, c'est verdir le plus possible partout,
pour s'assurer qu'il n'y ait pas un quartier plus beau que l'autre parce qu'il est plus verdi, mais s'assurer que le territoire est verdi équitablement, qu'on soit riche ou pauvre, on a le droit à la même qualité de vie, puis c'est ça qu'on souhaite. Puis je pense que la ville aussi, c'est son objectif. Donc, on va dans ce sens-là, mais on n'a pas de pouvoir pour obliger les propriétaires à ne pas augmenter les loyers au niveau de Québec. Et j'aimerais aussi parler un peu de vos différentes activités comme de sensibilisation où vous allez comme dans différents événements pour sensibiliser les gens. Est-ce que ces activités-là, les gens sont habituellement réceptifs à les conseils ou l'éducation que vous fournissez là? Oui, ben c'est sûr que souvent s'ils sont présents, c'est parce qu'ils ont minimalement un intérêt pour l'environnement. Ou sinon, on a beaucoup d'ateliers, par exemple, dans les écoles, donc on rend ça ludique pour les enfants. On aime beaucoup faire de l'éducation relative à l'environnement avec les enfants. Ça a toujours plus d'impact quand un enfant dit « Ah, maman, tu t'es trompée, ça va pas au recyclage », que si un adulte vient t'expliquer comment faire ton tri. Et que c'est sûr qu'on mise beaucoup là-dessus. On fait aussi de la sensibilisation lors des activités, des fêtes de quartier, par exemple. Donc, le fait d'allier le plaisir à l'éducation, ça, c'est toujours plus facile. Maintenant, les gens sont réceptifs et je pense que les Montréalais, Montréalaises ont envie de faire des choses pour l'environnement, d'améliorer leur pratique. Donc, on a une belle réception de façon générale. Oui, j'aime vraiment beaucoup le fait que vous rendez ça ludique parce que souvent une des plaintes que beaucoup de personnes ont du mouvement environnemental, c'est que c'est toujours très déprimant, c'est toujours ce qui va très mal. Donc le fait que vous avez une approche de oui, il y a des choses qui vont mal, mais il y a aussi des manières qui sont amusantes et que vous pouvez faire quelque chose pour être une partie de la solution. Donc je trouve que c'est intéressant comme approche. Oui, on vient vraiment pas pour être alarmiste. Ça, c'est important pour nous. On va outiller. En fait, c'est ça le rôle des écoquartiers, c'est vraiment informer, mais outiller. On peut faire du changement. Comment on le fait ensemble? C'est un peu ça, parce que c'est au niveau de toute la communauté qu'on se mobilise pour changer les choses. Je sais que vous avez aussi un programme que vous avez mentionné, c'est Patrouille verte et Patrouille bleue. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? La patrouille verte, la patrouille bleue, c'est vraiment un programme du regroupement des écoquartiers. Mais comme je disais, nous, l'idée, c'est de faire des projets à l'échelle montréalaise qui a des retombées dans les quartiers. Donc, nous, on embauche, forme les jeunes, et ils arrivent avec un bagage bien solide, non seulement en termes de techniques de sensibilisation, mais aussi au niveau du contenu de la mobilisation. C'est un partenariat qu'on fait pour la patrouille verte avec le service de l'environnement de la Ville de Montréal, le service de l'eau et le service des grands parcs. Donc, eux viennent offrir la formation pour donner le contenu aux jeunes. Et puis, ces jeunes-là, on en a une 50aine actuellement sur le territoire, ils vont dans les quartiers, sont accueillis par l'écoquartier. Donc, ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est que on les a tous formés, ils sont prêts, puis là, ils vont dans le communautaire, dans les quartiers. Donc, les écoquartiers sont capables de dire quel est l'endroit le plus vulnérable, par exemple, aux îlots de chaleur. On va faire une promotion pour planter des arbres. On sait lequel a des problèmes en gestion des matières résiduelles. Donc, ils vont pouvoir cibler vraiment en termes de territoire les besoins. Puis, il y a une partie du mandat qui est générale, donc qui est donnée par les 3 grands services de la Ville de Montréal, mais une partie qui est territoriale. Donc, par exemple, j'aime bien donner cet exemple, mais à Verdun, on fait du grillage d'arbres contre les castors. Mais dans Ville-Marie, on n'a pas l'enjeu de castors qui viennent couper nos arbres. Donc, on n'a pas besoin de le faire. C'est intéressant parce qu'on peut s'adapter en fonction des besoins environnementaux dans les quartiers. Donc, eux, ils sont gérés par les écoquartiers. Puis après ça, on fait un rapport pour voir l'impact qu'on a eu à l'échelle montréalaise. En 2024, on a sensibilisé plus de 70 000 personnes. Puis c'est un projet qu'on fait aussi avec des villiers. Donc, c'est intéressant de voir que on a tous les mêmes besoins, là, qu'on soit à Montréal ou à Westmount, on a les mêmes besoins. Et qu'est-ce qu'il y en est de la patrouille bleue? La patrouille bleue, c'est un projet du regroupement des écoquartiers aussi, qui est financé par contre à 100% par le service de l'eau de la Ville de Montréal. Donc les jeunes vont sensibiliser simplement, mais c'est beaucoup, à l'eau, gestion responsable de l'eau, réduire sa consommation, quoi pas jeter aux égouts. On veut protéger les égouts parce que si on jette des choses dans les toilettes, il y a des bris. Tout le monde y perd si les tuyaux cassent dans la rue parce qu'on a mis n'importe quoi. Et ça, on est à l'échelle montréalaise seulement. Et c'est géré en écoquartier aussi pour que les jeunes sachent où aller, à quelle fête de quartier aller, etc., etc. Puis toucher la bonne
population. Je trouve vraiment intéressant que c'est vraiment juste les jeunes qui sont dans ces patrouilles-là. Donc, est-ce qu'il y a une raison de pourquoi c'est juste les jeunes? Oui, ben c'est sûr qu'il y a une raison financière qu'on fait affaire avec un financement fédéral qui est pour les jeunes. Donc, c'est 15-30 ans. C'est sûr que le programme Écoquartier, c'est un super formateur. Si on veut travailler en environnement à Montréal, là, il y a beaucoup de gens qui travaillent en environnement à Montréal aujourd'hui qui sont passés par les écoquartiers. Ce qui est chouette, c'est qu'on fait quand même des choses avec les jeunes, pour les jeunes. C'est leur avenir qui est en jeu. Ils sont super motivés, ils sont formés, ils deviennent des ambassadeurs. Donc, chaque année, on est fiers de former entre 40 et 60 jeunes pour avoir des bonnes pratiques et sensibiliser les gens autour d'eux. Donc, c'est très chouette. Ils sont motivés, ils ont de l'énergie, ils sont en équipe dehors à sensibiliser la population. C'est vraiment un beau projet formateur pour eux. Puis, ils apprennent beaucoup de contenu, beaucoup de choses. Ils sont pas tous nécessairement étudiants en environnement, en fait. Il y en a qui viennent de partout. Et donc, ça, c'est encore mieux parce qu'en plus de sensibiliser la population, on sensibilise les jeunes et on les invite à prendre en main leur avenir. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des projets actuels intéressants que le regroupement des écoquartiers a? Le regroupement des écoquartiers, mais c'est ça, on a Patrouille Verte, Patrouille Bleue, qui sont vraiment nos gros projets phares. On a la campagne Un arbre pour mon quartier qu'on fait avec la Sauvernie. Donc c'est un projet vraiment intéressant parce qu'on vend des arbres à prix réduit, ce qui fait en sorte qu'on va inciter les Montréalais et Montréalaises à planter sur leur terrain privé, donc à agrandir la canopée montréalaise, mais sur le terrain privé. Les actions qu'on fait en général, c'est sur le terrain public, puis là, c'est le seul projet qu'on a qui rend les arbres accessibles. En fait, on a des arbres à 25 $ et c'est des arbres de 1,50 m là. En pépinière, c'est beaucoup plus cher. C'est un programme qui est financé par la Ville de Montréal, là, des subventions qu'on a. Ben, je vous invite à participer j'en profite, pour inviter à participer à la campagne d'automne qui a lieu chaque année. On en a une au printemps, une à l'automne. Ça, c'est un beau projet qu'on a aussi où on fait le travail avec les écoquartiers parce que les arbres sont distribués dans les points de service des écoquartiers. On a aussi un programme qui s'appelle Camp Enviro Action. Là, on fait des animations dans les camps de jour, donc principalement en fait en gestion des matières résiduelles pour inviter les jeunes à mieux trier, etc. On a la journée du fleuve qui est un programme qu'on fait avec beaucoup d'écoquartiers. On fait une grosse corvée de nettoyage pour la journée du fleuve qui est en général vers la mi-septembre. On a le mobilier vert et actif. En fait, c'est un concours où on donne du mobilier pour meubler les ruelles vertes. Donc, on vient sécuriser, animer, tisser des liens entre les voisins pour les projets de ruelles vertes. Et puis, on a eu les squads aussi zéro déchet pour améliorer la participation du compost de la population. Oui, et quand vous parlez comme de mobilier pour les ruelles vertes, donc est-ce que c'est des gens qui peuvent, en fond, donner des fournitures, des objets pour les mettre dans la ruelle verte? Le mobilier vert et actif, c'est vraiment un partenariat avec Bois Public, qui est un organisme de réinsertion sociale et qui réutilise du frêne, des arbres abattus de bois de frêne montréalais. Donc, vous savez, la grille du frêne, là, ça a décimé une bonne partie de la canopée montréalaise. Donc, ce bois-là qui a été coupé est transformé en mobilier. Donc, on a par exemple un petit kiosque à limonade. On a une petite tour pour escalader. Et puis un jeu de poche aussi. Donc c'est du mobilier de bonne qualité là qui a été créé par Bois Public qui va servir à animer les ruelles. Donc c'est vraiment un projet. Puis cette année on le fait dans le nord de Montréal, donc un petit quartier ville et Villeray-Saint-Michel par extension. Donc les gens peuvent s'inscrire puis on tire au sort qui gagne le mobilier. Oh, wow! Donc, dans le fond, vous avez utilisé comme du bois recyclé pour faire du nouveau mobilier que les gens peuvent utiliser. Oui. OK. Oui, c'est Bois Public qui fait ça. Oui. C'est un très beau partenariat. Et je sais que comme vous avez aussi comme beaucoup de programmes pour les matières résiduelles. Donc, est-ce que pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez expliquer un peu comment on devrait trier nos matières résiduelles? Ça, c'est les points de service des écoquartiers. Ils sont répartis sur tout le territoire. C'est vraiment les écoquartiers qui font ça. Parce que, comme je disais, le regroupement des écoquartiers, nous, on fait vraiment de la fédération, concertation, des projets communs pour les écoquartiers. Mais eux, les écoquartiers sont sur le terrain avec les gens, vont pouvoir outiller, sensibiliser directement la population. C'est sûr, il y a une réforme de la collecte sélective, là. Vous devez savoir, Bac Impact. Donc,
EEQ, Éco-entreprise Québec, qui a réformé la collecte là, depuis le 1er janvier. Et c'est à l'échelle du Québec, la réforme de la consigne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a presque plus de déchets. Puis, si on participe à la collecte de résidus alimentaires et qu'on fait bien notre recyclage, on retrouve avec une mini poubelle. Vraiment, c'est même pas 10% de nos déchets, les résidus ultimes qui restent. Et là, avec Back Impact, on met vraiment imprimé, contenant, tout. Donc, même l'emballage de Bartang, ça va au recyclage maintenant. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est la responsabilité élargie des producteurs, ce qui fait en sorte que celui qui le produit doit payer pour le revendre, le revaloriser, le recycler. Donc, on peut avoir plus d'emballage d'éco-conception pour l'emballage. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Après, vous avez posé la question, est-ce que c'est vraiment recyclé? Eh bien, pour le moment, peut-être pas parce qu'il n'y a pas de débouché, mais comme on est à l'échelle du Québec, on se retrouve avec la quantité. À partir du moment où on a de la quantité, on va avoir un débouché. Faut le faire bien. Et je vous invite à visiter la page de Back Impact pour en savoir plus. OK, Back Impact. Donc, pour l'avenir des écoquartiers, qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que il y a des défis climatiques dans l'avenir sur lesquels vous voulez travailler ou des projets à l'avenir que vous voulez travailler? C'est sûr que on a un impact en ville qui est quand même important. On manque peut-être de ressources pour déminéraliser. Ça, c'est du financement qu'il faut aller chercher. Mais c'est sûr qu'en ville, on a des enjeux plus qu'en région par rapport à la chaleur, aux inondations. Dès qu'on a des milieux plus minéraux, c'est quand même un enjeu. Mais on fait pas mal d'actions déjà. On n'a pas prévu développer beaucoup plus ce qu'on fait déjà, peut-être des interventions. Donc, c'est sûr, on va aller chercher plus de financement. Ce serait intéressant de développer un volet transport durable, donc pour favoriser la mobilité active, sensibiliser les jeunes, trouver des alternatives à l'auto-solo. Ça, c'est quelque chose sur lequel certains écoquartiers travaillent, mais pas tous. On aimerait aller plus loin puis développer plus ce volet-là, donc mobilité durable. C'est sûr que lutter contre les inondations, prévenir, avertir, savoir comment s'adapter, parce qu'on sait qu'il va y avoir de plus en plus de pluies diluviennes, de plus en plus de tempêtes violentes, d'intempéries violentes. Donc c'est quelque chose qui serait bon de faire. Mais sinon, gestion des matières résiduelles, c'est notre gros morceau, puis verdissement aussi qu'on fait autant qu'on peut. Donc, on aimerait en faire plus. Puis, si on a le financement pour le faire, comptez sur nous, là. Oui, donc, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que aussi les îlots de chaleur, depuis quelques années, c'est devenu plus intense qu'avant. Donc, est-ce que vous avez comme des mesures pour essayer de combattre les îlots de chaleur dans certains recoins de la ville? C'est sûr que on fait des interventions sur le territoire public. C'est important de planter des arbres. Parce qu'un arbre peut réduire un îlot de chaleur de 8 degrés. C'est considérable. Un arbre, ça vient vraiment diminuer l'utilisation d'un climatiseur. Puis le climatiseur, on le sait, on crache l'air chaud dehors. Donc finalement, on vient aggraver le problème d'îlot de chaleur pour les voisins qui n'ont pas de climatiseur. Mais planter un arbre avec l'évapotranspiration, c'est quelque chose de facile à mettre en place. Par contre, il faut à l'arbre le temps de grandir. Donc, il faut diversifier les arbres qu'on plante. Donc, on l'a vu avec la grille du frêne, on a perdu une grande partie de la canopée parce que on avait un peu trop une monoculture du frêne. Donc là, on le sait, la ville de Montréal s'adapte et plante vraiment une diversité de végétaux. Il faut planter, remplacer. Ça, c'est quelque chose d'important. Puis en plus, un arbre, ça vient absorber l'eau, diminuer les risques d'inondation. Donc, c'est sûr que nous, pour les îlots de chaleur, déminéraliser, planter des arbres, verdir de façon générale. Donc, on le fait via les ruelles vertes, mais on pourrait en faire plus. Il y a aussi des programmes qui permettent d'adopter des carrés d'arbres, mais on peut aussi agrandir les fosses des arbres sur les rues pour verdir encore plus, inciter les gens à faire de la gestion différenciée, donc à ne pas tondre la pelouse, mais laisser la biodiversité s'installer pour avoir plus de prairies fleuries, on dit plus de diversité. C'est intéressant pour le sol, mais aussi pour rafraîchir l'air. Donc, c'est plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour essayer d'avoir une meilleure qualité d'air, de vie. Et pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient s'impliquer d'une quelconque façon avec les écoquartiers, comment on peut s'impliquer et faire des choses pour l'environnement? Les écoquartiers prennent fréquemment des bénévoles, donc c'est une très bonne question. Je vous invite à aller sur le site internet du regroupement des écoquartiers. On a un onglet qui recense tous les programmes écoquartiers, qui donne les contacts. Donc ça va vous permettre
peut rentrer directement en contact avec votre écoquartier dans votre quartier. Puis on a aussi un onglet sur notre site internet d'expertise des membres. Donc si par exemple vous êtes dans un quartier où il n'y a pas d'écoquartier, vous pouvez aller chez les voisins, ou s'il y a un écoquartier qui a un programme qui vous plaît plus qu'un autre, vous pouvez aller le contacter. Donc je vous invite vraiment à aller sur le site internet du regroupement des écoquartiers et de regarder la page écoquartier et expertise des écoquartiers. OK, donc ça faisait le tour de mes questions. Donc avant qu'on termine, est-ce qu'il y a quelque chose que vous jugez qui est important de rajouter mais dont on n'a pas encore eu l'occasion de mentionner? Je pense pas, là j'ai beaucoup parlé, j'étais un peu décousue, désolée, mais non. OK, c'est bon. D'accord, mais merci beaucoup. Ben merci. Avant de terminer aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez vous mobiliser pour les enjeux environnementaux en visitant sierraclub.ca. Nous avons beaucoup de pétitions, d'autres actions et des événements. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre page d'accueil pour recevoir des mises à jour régulières sur les enjeux environnementaux au Canada. Vous pouvez aussi trouver Sierra Club Canada sur les réseaux sociaux et écouter le podcast L'environnement au Canada sur Harbinger Media Network, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, YouTube et partout où vous pouvez trouver vos podcasts habituellement. Ce podcast est également diffusé sur CKUT Broadcast Radio à Montréal, au 90.3 FM, le mardi à 11h, heure de l'Est, toutes les 2 semaines. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner pour recevoir le dernier épisode.